Chers amis, ce soir, je suis très heureux et très honoré d'accueillir René Major, dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a suivi un chemin singulier, éthique et éminent, dans la psychanalyse et au-delà, avec un trajet qui paraît en chicane, comme dit Lacan à propos de la réalité, mais de fait dans la rectitude d'un engagement éthique rare et ininterrompu, pour une défense constante, je dirais, des conditions permettant l'exercice de la psychanalyse, et contre ces dérives, à la fois dans les institutions, dans la culture, et contre les gouvernants s'il le faut. Tentative de démocratisation des institutions, auquel il a, même lorsqu'il était donc président de la SPP, lutte pour l'innovation contre la bureaucratie. Je fais un très rapide survol. La création de Confrontation en 1973, c'est un séminaire qui devient Société des publications, qui a été fondé pour faire forum, un forum pour permettre aux psychanalystes de tout horizon et au-delà justement de confronter les différentes théories. Je dois dire que à l'époque, comme la plupart de ces interventions, ça a créé quelques troubles. Par exemple, dans l'école freudienne dans laquelle je circulais, c'était un moment fort. Je vais rapidement, ces interventions à propos de la décolonisation, et notamment les scandales résultant en chaîne métonymique, si je peux dire, de la dite politique de sauvetage de la psychanalyse au cours de l'Allemagne nazie, avec ses rejetons en Amérique latine, jusqu'à faire de la collusion éventuelle entre psychanalyse et tortionnaire. Chose qui l'amènera finalement à démissionner de l'IPA en 1996, année justement du colloque de Cerisy. Ensuite, création de la Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse, qui aussi se plaçait en dehors de la société du même champ qui était de l'IPA. Puis en 2000, création des États généraux de la psychanalyse, pour, je cite, remettre en question une théorie toujours menacée d'être transformée en doctrine, et une méthode qui risque de se transformer en technique. Donc tout ceci à travers de fidèles amitiés et relations de travail avec Nicolas Abraham de Roc, et notamment avec Jacques Derrida. Avec un travail, bien que René Major ait commencé par la médecine, puisqu'il est médecin, s'est dirigé fortement vers des éléments de philosophie. Alors là, à travers la dénommée déconstruction, qui est décomposition et non destruction, décomposition d'un système de pensée qui tend à devenir hégémonique ou dominante, et enfin, la création en 2003 de l'Institut des hautes études en psychanalyse,
Donc je dois dire que je crois que c'est la seule institution, je ne sais pas tout, dont les ambitions sont de suivre les indications de Freud dans la formation laïque, ce qu'il a présenté à ce moment-là, formation laïque et de la psychanalyse à travers un champ extrêmement large, et lui-même disait-il idéal. Alors alors il y a des faits constants et marquants après ces remises en question vigoureuses des impasses des sociétés analytiques et des sociétés en général. René Major parle et écrit sans hésiter, sans prendre de gants, de manière percutante et je dois dire assez délectable, face aux dérives, des compromissions, par exemple des psychanalystes, envers les tentatives étatiques de réglementation de la psychanalyse, qui, sous prétexte de la sauver, veulent son effacement, ni de même avec le rabaissement, dit-il, de la pensée des onfréries carriéristes, politico-médiatiques, dans des folies résonnantes. Hein? Ces publications extrêmement nombreuses, je ne citerai que quelques ouvrages. Rêver l'autre, qui est le premier. L'agonie du jour, le discernement, l'élection. Et son plus récent ouvrage, qui s'appelle Au cœur de l'économie, l'inconscient, dans laquelle il soutient qu'une nouvelle critique de l'économie politique ne peut que se fonder sur une critique de l'économie libidinale. Un au-delà des pulsions, du pouvoir, de cruauté et de mort, qui sont au cœur de l'économie mondiale. Et la cruauté de l'offre entre la demande et l'offre pulsionnelle. Le titre qu'il nous a offert ce soir, dans le cadre de notre cycle de 2 ans, sur « Vous avez dit jouissance ?» point d'interrogation. Son titre étant « La jouissance du pouvoir » me semble constituer le fil rouge de son travail et de ses préoccupations, de ses actions, de ses interrogations tout au long de son travail. Il me semble que c'est vraiment la centrale des fils rouges. Voilà, merci. Je vous remercie infiniment, Jean Guillardi, de tout ce que vous avez dit. Je ne savais pas que vous me connaissiez si bien, puisque c'est, je crois, la première fois que nous nous rencontrons. J'ai déjà... Oui, mais de si près. Voilà. Je dois vous dire que j'avais d'abord pensé, c'était, je crois, il y a 1 an et demi environ, qu'on m'avait proposé de venir dans ce café. J'avais imaginé une discussion d'emblée à bâton rompu, à partir de questions que vous pouvez vous poser vous-même. Mais j'ai été invité il y a quelque temps, c'était je crois par Daniel Epstein, à rédiger un texte et aussi à me soumettre à l'appareil photographique. C'est donc un peu différent de ce que j'avais imaginé, mais j'ai cru devoir respecter les lois de l'hospitalité. D'ailleurs, l'hospitalité sera un des thèmes abordés brièvement au cours de ce que j'ai dû écrire, puisqu'il fallait bien écrire quelque chose. Alors, donc le titre que j'avais proposé pour cette intervention, dont je ne savais pas, je n'avais pas imaginé à l'époque
que le hasard du calendrier, comme on dit, ce serait au moment de l'élection du président de la République française, n'était pas dépourvu d'une certaine pertinence au regard de cette actualité. La campagne qui l'aura précédée aura connu des prises de position aussi, je voulais faire allusion à celle-ci d'abord, de psychanalystes en faveur de l'un ou l'autre des candidats, avec des arguments de cœur ou de raison. Au sein d'une même famille, vous verrez à quoi je fais allusion, l'un pouvait plaider pour le choix du plus brillant tribun de la gauche, alors que son frère soutenait celui qui paraissait le plus en mesure de nous éviter les dangers d'une extrême droite au pouvoir. Qu'il me soit permis de dire, sans que cela réduise en quoi que ce soit l'un ou l'autre plaidoyer, l'un et l'autre d'ailleurs auto-affectés en miroir, que ceci reste étranger à la question qui les hante, celle de la jouissance du pouvoir. C'était le premier titre que j'avais suggéré, auquel j'ai préféré, et je m'en expliquerai, jouissance de pouvoir. Et déjà, si elle questionnait les candidats à la présidence, la jouissance du pouvoir n'est pas exempte de prise de position publique des analystes auxquels je fais allusion, tant par l'aura dont ils peuvent jouir au sein de leur groupe que pour l'influence que leur discours peut prétendre exercer chez un public plus large à travers leur médiatisation, sans parler de l'écho qu'il peut recevoir auprès de leurs analysants. Cette dernière évocation du mythe de Narcisse et de la nymphe Écho mériterait à elle seule un long développement sur le pouvoir de l'analyste, dans l'analyse et hors la situation analytique proprement dite. Sachez que je ne m'exempte pas de cette question. Vous pourrez me demander si ma position comme citoyen est exposable, détachée de celle de psychanalyse. Pour m'être exposé dans les journaux et avoir tenté de les dissocier, je vous dirai que non. Les médias ne se satisfont pas d'un nom propre. Ils ajoutent nécessairement un qualificatif ou un titre, ou ces qualificatifs ou titres qui viennent comme des noms s'ajouter à votre nom. S'agissant de prise de position politique, soit de l'adhésion à un programme d'un candidat à la présidence de l'État, donc un programme qui présente explicitement ou implicitement une certaine conception du monde, la question ne peut pas renvoyer à celle, ne peut pas ne pas renvoyer à celle qui fut posée à Freud quand on lui demanda « La psychanalyse conduit-elle à une Weltanschauung déterminée ?» Vous connaissez sa réponse. La psychanalyse ne construit aucune vision du monde qui lui soit propre. Et sa réponse à Robin Roland, j'ai passé une grande partie de ma vie à déconstruire mes propres illusions et celles de l'humanité. Je conçois donc davantage qu'un analyste s'emploie à déconstruire les illusions inscrites dans tel ou tel discours politique ou le manque de justice qu'il comporte, plutôt que d'user d'une autorité pour influencer un vote. Ceci étant dit, cela ne veut pas dire que la pensée psychanalytique ne soit pas compatible avec certains idéaux qui s'expriment dans certaines conceptions du monde. C'est en somme ce que répond Freud à James Putnam en 1915, qui lui a adressé son livre « On Human Motives », où se trouve avancée une pulsion éthique comme faisant part de l'héritage humain. De son côté,
Freud n'entrevoit quelque chose de cet ordre que dans la connaissance des conditions encore mal connues dans lesquelles peut s'opérer la sublimation des pulsions. Et si la psychanalyse se trouve compatible avec certaines Weltanschauungen, on peut attendre, pense-t-il, on peut attendre d'elle, de la psychanalyse, qu'elle en dise davantage. C'est aussi, d'ailleurs, ce que a pu laisser entendre Lacan quand il a dit « On a bien raison de mettre la psychanalyse au chef de la politique, et ceci pourrait n'être pas de tout repos pour ce qui de la politique a fait figure jusqu'ici, si la psychanalyse s'en avérait avertie. Mais on attend toujours que vienne à l'esprit des analystes le développement d'une pensée à ce sujet. » Des élections présidentielles que nous venons de vivre en France, tout comme celles qui se sont déroulées aux États-Unis avec leur suite, donnent une image de la quantité d'énergie libidinale mise en cause et déployée aussi bien de la part des candidats dans leur désir, sinon d'assouvir une soif de pouvoir, tout au moins d'être élus, plusieurs millions de concitoyens qui, de la part d'une foule de sujets allant jusqu'à 70 000 personnes, debout, pressés les unes contre les autres pour boire les propos de leurs favoris, l'acclamer, vouloir lui serrer la main, l'embrasser, être pris en photo avec lui ou avec elle. On connaît l'explication de l'organisation libidinale d'une foule qu'a donnée Freud en la faisant reposer sur les identifications narcissiques ou hystériques, qui remontent elles-mêmes, au-delà de l'imitation et de la contagion, à une empathie, à une Fühlung, c'est-à-dire à un être avec par le sentiment, ne faire qu'un par le sentiment, ou un être dans la peau de l'autre, notion qui venait de l'esthéticien Théodore Rips, qui pour Freud trouve sa source première dans l'appropriation de l'autre, la plus originaire. Certes, cela ne va pas sans une superposition de rationalité concernant des réformes qui s'imposeraient, voire de plus de démocratie. Mais il est impossible de se cacher que ce qui détermine fondamentalement une élection et qui repose pour une large part sur des facteurs inconscients c'est l'occasion de rappeler que l'inconscient n'est jamais autre que celui du collectif et que le politique, c'est l'inconscient, comme le dit Lacan, en disant plutôt la politique. Entendons pour l'instant que tout rapport d'appropriation est aussi un rapport à l'inexistence réelle ou imaginaire de l'autre. Tout autre, approprié, reste tout autre. On le voit, ça crève les yeux lorsque la défaite du chef, support de l'empathie et de l'identification, entraîne la panique politique. Ce qui défait les liens du collectif politique est paradoxalement révélateur de ce qu'il est constitué. Un objectif, le pouvoir, quelles que soient les raisons, même les plus nobles qu'il se donne. Les liens qui faisaient bande avec une commune immunité par rapport à l'adversité se dissolvent dans la débandade à la recherche d'un autre collectif ou d'une pensée soutenue par un autre chef rassembleur auquel on peut s'identifier et qu'on puisse aussi s'approprier. L'enjeu de l'identification dans la psychologie collective
Freud l'aura noté, ne peut qu'être antérieur au rapport à l'autre. Tout comme dans l'ordre de la culture, le clan est antérieur à la famille. La scène la plus large est donc celle d'un ensemble de narcisses qui sont dans un rapport par leur non-rapport. Le politique étant essentiellement fait de rapports de force, son ressort puise donc aussi ses sources dans hors de la configuration édipienne. Deleuze et Guattari auront attiré notre attention sur ce sujet, dans l'anti-Édipe notamment, en mettant en évidence le rôle des machines désirantes dans les productions sociales et politiques, mais ils auront fait l'impasse sur ce qu'il y a de plus primitif dans un inconscient des pulsions, reconnu comme tel, cette expression, l'inconscient des pulsions, par Deleuze dans Logique du sens et dans l'agencement pulsionnel qui régit les dispositifs de pouvoir tels qu'elle les trouve constitués chez Michel Foucault. Une élection, quelle qu'elle soit, dans une famille, dans un groupe, dans une institution, au sein d'une nation. J'ai une pensée parasite, on a dit que la grand-mère de Macron l'appelait l'élu, quand il était petit. Une élection, quelle qu'elle soit, est toujours l'occasion de voir se déchaîner les passions, et avec elles leur lot de pulsions. L'élection présidentielle s'est davantage consacrée à parler des hommes et des femmes qui se présentaient à la magistrature suprême que de leur programme. On s'intéresse à leur vie privée, aux scandales qui entourent certains, à la façon dont ils s'habillent, se montrent en tenue de sport ou à la plage, se laissent photographier par la presse People, sans compter tout ce qui s'est dit sur eux dans les réseaux sociaux, y compris les fake news pour les discréditer, ou encore les émissions Entretien d'embauche au cours desquelles ils doivent être transparents, exposés au désir insatiable de voir des téléspectateurs, et pour eux de s'exhiber de manière séductrice ou agressive, laissant ainsi de plus en plus de pouvoir aux médias. Il y a même une émission de la chaîne parlementaire qui s'intitulait « Déshabillons-les », où s'exhibe la jouissance de voir et d'être vu. Les pulsions partielles sont toujours au service d'une autre pulsion qui s'empare de leur objet. Cette autre pulsion, à laquelle Freud fait appel dans les 3 essais sur la sexualité, et dans Au-delà du principe de plaisir, est plus originaire que le principe de plaisir et de réalité, et indépendante du principe de plaisir. On y a, me semble-t-il, peu prêté attention. C'est la Bemächtigungstrieb, insuffisamment traduite en français par pulsion d'emprise, et que nous traduisons par pulsion de pouvoir, voire de domination et de souveraineté. Cette pulsion non sexuelle, au dire de Freud, serait la pulsionalité même de toute pulsion, en quelque sorte, qui arraisonne à son service les autres pulsions. En effet, il n'y a pas de regard sans captation, sans le pouvoir qui s'y arrime, pas d'exhibition sans le pouvoir qui lui est lié de retenir l'attention. Il en est de même dès le début de la vie. L'objet de la pulsion orale, le sein, est d'abord objet d'incorporation. Selon la fameuse note posthume de Freud, « je suis le sein », même si le sujet de cette phrase demeure supposé, un je qui n'est pas encore un je, mais cette appropriation performative se fait de part et d'autre. La mère, ou son substitut, peut s'approprier le bébé au sein dans un amour dévorant, Freud emploie l'expression, Liebesbemächtigung, l'amour dévorant, cannibalique, tout comme elle a le pouvoir de le rejeter, de le rendre
aussi boulimique ou anorexique. La première forme d'altérité, c'est donc la suppression de l'autre, ou sa conservation comme partie de soi, et éventuellement comme pure extériorité à l'intérieur du sujet. Mais cette intériorité comme pure extériorité à l'intérieur du sujet le hante à la manière d'un fantôme. On voit les premiers rapports de force qui constituent pour moi la matrice même du politique. Étant indépendante du principe de plaisir et plus originaire que lui, la pulsion de pouvoir rend compte de la manière radicale d'une cruauté originaire qui ne s'accompagne ni de plaisir ni de déplaisir, même si elle peut par la suite s'y associer. Et en son fondement, cette cruauté n'est pas éprouvée comme telle par le sujet. Elle ignore tout de sa souffrance, de la souffrance d'autrui. Nous avons même commis l'hérésie, nous dit Freud, d'expliquer l'apparition de la conscience morale par le retournement de l'agression vers l'intérieur. Et à partir du moment, par conséquent, où la pulsion de pouvoir dans sa composante cruelle peut s'exercer sur le sujet lui-même, l'entamer comme être unique et comme unique objet d'élection. Les rapports de force se poursuivent avec la mise en jeu de l'objet de la pulsion anale, avec le pouvoir de se retenir en manifestant sa résistance au désir de l'autre, le refus de lui faire don de ce qu'il attend, ou bien l'abandon à son désir, à son plaisir, dans l'attente, le pouvoir, donc dans l'attente du contre-don de son affection. Certes, il en ira aussi de l'exercice de la pulsion de pouvoir dans la maîtrise du corps propre, la maîtrise de soi, jusqu'à la maîtrise spéculative et à tout ce qui organise, agence, ordonne notre pensée, nos discours, nos affects et nos actes. Mais aussi bien, toutes les organisations sociopolitiques dans leur conception de la socialité en tant que corps, l'état cellulaire dont parle Freud, participent d'une manière ou d'une autre d'une dynamique et d'une économie de la pulsionalité du pouvoir, tant dans la composante de la libido narcissique qui soude un groupe, un parti ou une communauté, que dans l'investissement de tout ce qui représente l'adversité comme autre à affronter et à combattre, ou à séduire en suscitant ses passions, faute d'y parvenir par la force de la conviction. Avec les transpositions pulsionnelles liées à l'érotisme anal, dont Freud nous a rendu familiers, on sait comment peut s'échanger inconsciemment ce qui relève des objets partiels, comme le sein, les fesses, le pénis, l'enfant, ou leurs équivalents, tout don en quelque sorte, cadeau. Mais en tant qu'objets qui se donnent, qui sont l'objet d'un don attendu ou refusé, s'y attache dans l'économie libidinale la pulsion de pouvoir comme attente, contrainte ou refus d'un contre-don dans un rapport de force qui n'exclut pas la séduction. Lacan aura signé pour sa part que le trait partiel relevant des objets dont il est question, il s'agit du sein, du cibale, du pénis, mais aussi du regard, de la voix et même de la peau, ne s'applique pas à ce qu'il soit partie d'un objet total qui serait le corps, mais à ce qu'il ne représente que partiellement la fonction qui les produit. Qu'en est-il alors de cette fonction, qui se fait représenter par des traits partiels relevant d'objets de dons et contre-dons, de promesses et de menaces, de consentement ou de refus, de cette fonction qui hante aussi bien le corps social que le corps propre, le rapport à l'autre comme le rapport à soi, et le rapport à l'autre comme rapport à soi. La hantise qui est à la source de cette fonction et s'adonne à la maîtrise du savoir et de la recherche est aussi animée, entretenue par une pulsion, la pulsion épistémophilique,
qui est un rejeton intellectualisé de la pulsion de pouvoir, qui se sert des objets des autres, pulsions, pour voir, entendre, capter, dévorer, s'approprier, accumuler, conserver, ou montrer, exhiber, faire voir, se faire entendre, en tirer prestige et supériorité, voire dominer et assujettir. Une maîtrise, une intarissable source pulsionnelle de pouvoir, plus originaire, encore une fois, je le répète, que le principe de plaisir et indépendante de lui, tout en pouvant la servir à sa jouissance, c'est bien ce qui rend compte d'une cruauté originaire qui ignore la souffrance d'autrui. Car si le principe de plaisir lui était co-originaire et co-extensif, elle ne pourrait s'exercer sans souffrance. Faire souffrir une véritable fête, nous dit Nietzsche. Et ne croyez pas, dit-il, qu'il s'agit simplement de vengeance ou de réparation. Celui qui le croit répugne à se représenter avec toute l'énergie voulue jusqu'à quel point la cruauté était la réjouissance préférée de l'humanité primitive. Et combien nous en conservons les traces. Freud pense aussi, comme Nietzsche, qu'il serait illusoire de croire en une éradication des pulsions de cruauté, des pulsions de pouvoir et de souveraineté liées au plus originaire de la vie. Ce qu'il propose, c'est de faire en sorte que les pulsions cruelles soient détournées, différées, une économie libidinale de détour et de différence au sein de laquelle Eros et l'image de la vie auraient leur rôle à jouer. Si la psychanalyse ne formule aucune évaluation éthique dans sa description des polarités pulsionnelles, la place décisive qu'occupe dans la pensée freudienne, en deçà des pulsions de plaisir et de réalité, en deçà, vous l'ai-je dit, des principes de plaisir et de réalité, la Bemächtigung comme emprise de désir sur l'objet, y compris dans la libido narcissique, et la Bewältigung comme exercice de pouvoir, de l'appropriation et de la domination, fait jouer un rôle essentiel au concept de pulsion de pouvoir comme pulsion principielle dans l'articulation du discours psychanalytique avec les questions juridiques et politiques. Qui dit articulation dit bien sûr aussi jointement et disjointement. Donc, avec l'articulation du discours psychanalytique avec les questions juridiques et politiques, tout c'est aussi bien dans l'articulation de la pratique analytique avec l'analyse de couples, de groupes, de communautés et d'institutions. Se trouve donc convoqué ici, dans un rôle fondamental, au sein de l'économie psychique et de l'économie politique, le concept de pouvoir dans sa pulsionnalité même, c'est-à-dire de l'habilitation du « je peux », et en particulier du pouvoir performatif qui l'organise, via quelquefois juré, qui organise via quelquefois juré, tout l'ordre de ce que Lacan a appelé le symbolique. C'est en demandant à Freud de la laisser parler que sa patiente, Bivonet, lui fait entendre que c'est de sa parole et non du pouvoir sachant de son médecin que surgira le savoir insu que recèle son symptôme. L'instauration par la Révolution française d'un espace délibératif, et je crois que nous devons cette expression à Sophie Vanish ici présente, exposé donc au non-savoir, à l'inattendu, à ce qui peut arriver, préfigurera en ce sens, en un siècle de distance, la révolution psychanalytique qui mettra le psychanalyste en garde au regard de sa propre position de pouvoir, dans une hospitalité quasi inconditionnelle à l'autre. D'autres traits mériteraient le rapprochement, telle la promesse par la Convention,
d'abolir la peine de mort dans la République française, abolition qui ne surviendra que 2 siècles plus tard, en 1981. Mais dans sa lettre à Einstein en 1932, Freud reconnaît que chaque homme garde un droit sur sa propre vie. Le seul fait d'être né lui octroie le droit à la parole et à la survie. Saint-Just ne disait-il pas « Nous vous proposons des institutions civiles par lesquelles un enfant peut résister à l'oppression d'un homme puissant. » Si le seul fait d'être né donne un droit à la survie, le manque à vivre est un déni de justice. Ce à quoi ne peut que s'accorder la révolution freudienne. Je parle ailleurs de l'hubris sacrificielle à laquelle s'adonne l'économie mondiale depuis 30 ans, une économie de dette, de sacrifice, de cruauté, au sein de laquelle, par exemple, des opérateurs financiers, en raison de leur cupidité, dont on connaît la source pulsionnelle, prennent des risques insensés en sachant que leurs pertes éventuelles seront socialisées, ce qui conduit à des décalages si graves entre les riches et leur enrichissement et les pauvres et leur appauvrissement, et conduit à laisser souffrir 1 milliard de personnes dans le monde qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Je n'y reviens pas ici, je voudrais plutôt évoquer aujourd'hui, au regard de la cruauté qui, pour l'auteur de la généalogie de la morale, procure la jouissance du plus haut degré, une cruauté psychique courante, la sympathia malevolens de Spinoza, et le relent de cruauté que Nietzsche attribue à l'impératif catégorique de Kant, dont on sait qu'Eichmann se prévaudra plus tard comme l'alibi d'une jouissance dépourvue de culpabilité. Si pour une raison ou pour une autre, préoccupé par ma propre souffrance ou pour toute autre cause, je ne manifeste pas à l'être aimé l'attention à laquelle il s'attend, ou à laquelle il a droit. De quel droit? Du droit que lui confère la plus intime extériorité où je l'ai placé. Je suis cruel, même sans le vouloir. Mais dans la position de répondre à l'attente de l'autre, s'insère aussi la pulsion de pouvoir. Entre partenaires sexuels, son exercice peut revêtir les formes les plus diverses. D'aucuns manifestent le pouvoir sur l'autre en se préoccupant uniquement du plaisir du partenaire et en se refusant leur plaisir propre, qui serait vécu comme l'abandon à une soumission. D'autres se dédoublent au moment de l'acte pour rester observateurs et maîtres de la scène. Ce qui est au détriment du plaisir propre du sujet se met au profit d'un autre mode de jouissance. Une jouissance de pouvoir investie sur le mode phallique peut-être, mais qui n'exclut pas la participation de la progénitalité. On peut voir que les fantasmes primordiaux de scènes primitives, de séduction et de castration trouvent largement leur compte de pouvoir imaginaire dans ce que les médias, par exemple, nous découvrent de l'intime des couples dont l'un des membres brigue la présidence de leur secret de famille, dans l'ardeur et l'entêtement qui se déploient à vouloir séduire ou à être aimé de tous, y compris des adversaires, sans pour autant, malgré les propos tenus, aimer en retour qui que ce soit. Dans tout ce à quoi les candidats renoncent au profit de la jouissance du pouvoir, et combien, s'ils ne s'en destituent pas d'eux-mêmes, il leur est difficile d'y renoncer, à moins d'y être contraint. Que peut-on dire de cette jouissance liée à ce que Einstein lui-même appelle la soif du pouvoir politique, et qui peut conduire jusqu'aux plus graves cruautés? Comme pour Nietzsche et Freud, elle est rapportée pour Lacan à la cruauté
elle est rapportée par Lacan à une tendance native, je cite, une tendance native de l'homme à la méchanceté, à l'agression et à la destruction, et donc à la cruauté. Et pour lui, la jouissance est un mal. Il nous dit Freud là-dessus, nous guide par la main. Elle est un mal parce qu'elle comporte le mal du prochain. Cette affirmation ne va pas de soi pour la pensée psychanalytique, car la polarité amoureuse, comme la polarité conservation-destruction, ne doit pas être livrée, selon le mot de Freud, à des jugements éthiques évaluant le bien et le mal. Et ce, sous peine de ruiner toute pensée de leur altération réciproque. Le bien du prochain peut être un mal pour moi et son mal un bien. Et de rester dans une logique de l'appropriable. Si la jouissance en question est en deçà ou au-delà du plaisir et du déplaisir, elle est forcément en deçà et au-delà du bien et du mal. Elle ignore le mal du prochain. Si, avec la pulsion de pouvoir et la question du pouvoir souverain, la pensée psychanalytique s'ouvre à la chose de la cruauté psychique, à la différence de tout discours théologique, métaphysique, cognitiviste ou autre, qui sont faits pour la réduire ou la priver de sens, elle doit bien pouvoir tenir un discours qui soutienne une pensée d'une économie psychique qui soit autre qu'une économie du réappropriable et au-delà des possibles que sont encore les principes de réalité et de plaisir. Et que ce soit aussi bien pour ce qui concerne le social, l'économie, le politique, les institutions, y compris psychanalytiques, que pour la pratique analytique elle-même. L'analyste offre en effet, à l'arrivant, une hospitalité rare en laissant à son hôte la possibilité de tout dire, de se laisser tout dire de manière imprévisible. Ce qui implique que l'autre comme analyste, de l'autre comme analyseur, c'est le même mot, se laisse aussi tout dire, mais au sens de tout se laisser entendre. L'invité qui se fait aussi invitant peut dire son amour, sa haine, proférer des insultes et des injures à l'adresse de son hôte ou à sa prétendue adresse, mais il peut aussi les taire, les laisser en souffrance, laisser souffrir son hôte de cette mise en souffrance et souffrir lui-même de cette souffrance s'il ne souffre pas déjà de l'amour et de la haine qu'il éprouve, de l'amour et de la haine qu'il pourrait faire éprouver à l'autre. Si l'invitant se doit à lui-même et à son invité de ne pas répondre au sens où l'on entend habituellement une réponse à une demande, c'est précisément pour se situer au-delà d'une économie du pouvoir, de l'appropriable et du réappropriable, et de sa jouissance. Si l'analyse peut se laisser représenter dans tous les protagonistes mis en scène par l'analysant, sans se réapproprier en rien le pouvoir de l'un ou l'autre de ces protagonistes, il trouve en ce rien la justification de se laisser entretenir dans un autre sens de l'expression, cette fois dans le sens qui répond à la condition de son inconditionnalité, à la condition qui reconduit son inconditionnalité et qui est aussi celle d'un devoir de ne pas devoir, un devoir sans dette, ou d'un intérêt désintéressé. Lacan avance sa réflexion sur la jouissance de l'autre avec un grand A, dans le double sens, dans le double génitif de cette expression, la jouissance de l'autre, jouir de l'autre et l'autre jouir de soi. En rapprochant la position du psychanalyste, vous le savez, de celle du saint, non pas au sens canonique de ce terme, mais au sens où
seuls les saints sont assez détachés de la plus profonde des passions communes, celle de l'amour-propre dont parle la Rochefoucauld, pour éviter les contre-coups agressifs de la charité. Si l'amour désintéressé des mystiques impliquait comme critère la perte du sujet, l'hospitalité inconditionnelle dont je parle, de l'analyste, fait appel à un sujet plutôt en désistance de sa jouissance, de la jouissance, de cette jouissance dont Lacan, dans la suite de la pensée augustinienne, dit que c'est ce qui ne sert à rien. L'analyse peut s'en désister sans se désister comme sujet. Il s'en désiste par le travail de déliaison des fixations dans les raies duquel a été prise cette jouissance de pouvoir. Un travail de déliaison qui met en œuvre la pulsion de mort quand elle est mise au service de la vie, au service de la déliaison. Plutôt que de faire de l'amour-propre la résistance à un au-delà de la cruauté, et même de la cruauté la plus charitable, plutôt que de rester dans une économie de l'appropriable et du possible, c'est à un au-delà d'une telle économie qu'invite la référence à l'inconditionnel sans souveraineté, sans aucune souveraineté, sans la souveraineté dont l'amour-propre demeure une figure, et une hospitalité dont les lois ne peuvent être qu'au-delà de la jouissance de tout pouvoir. Si, à la suite de ce que je viens d'évoquer, je posais la question « Qu'est-ce qui est largement répandu et qui ne sert à rien ?» Un lecteur de Lacan pourrait répondre sans hésiter « la jouissance ». Il pourrait même expliquer que si cette jouissance, au-delà du plaisir, ne sert à rien, c'est qu'elle relève de l'expérience d'une pure extériorité à l'intérieur du sujet, d'un champ d'exclusion de tout ce qui est de l'ordre de l'image et de l'affect, d'un lieu enquisté dans la psyché, où ni la crainte ni la pitié n'atteignent le sujet. Freud n'est pas sans avoir recours à des sensations qu'auraient éprouvées nos lointains ancêtres et que le procès culturel aurait progressivement aboli avec l'intériorisation du penchant à l'agression et le renforcement de la raison, qu'il invoque toujours notre Dieu Logos, dans la domination de la vie pulsionnelle. Mais mon hypothèse est que cette jouissance primitive au-delà du plaisir, qui demeure toujours accessible en nous, en certaines circonstances, telles la guerre et les pires cruautés, donc il ne nous est pas totalement étrangère, dans certaines circonstances, telles que la guerre et les pires cruautés qui l'accompagnent, ne sert pas à rien, mais sert précisément à la consommation du pouvoir, à son autoconsommation, quand il tente à l'absolutisme et à la souveraineté, à cette souveraineté dont on connaît le fondement théologique et le fantasme de toute puissance qui lui est arrimé. Lorsque le pouvoir n'intègre pas son altérité, ce qui lui tient d'autre comme tout autre, son hubris se consume. Mais ce que Derrida aura appelé l'auto-immunité, c'est-à-dire dans l'attaque de ses propres défenses immunitaires, conduisant à son autodestruction ou à son autodestitution. Ce que la psychanalyse enseigne aux politiques pourrait se résumer en un aphorisme. Là où la pulsion de pouvoir désiste de son emprise, là, une autre politique peut arriver. Et si elle le peut, elle le doit. Alors, moi, je voudrais vous questionner sur beaucoup de questions. Je reprendrai la question de la cruauté. Mais je voudrais, avant, faire une petite... rappeler une chose qui me paraît importante par rapport à votre travail sur
au cœur de l'économie, l'inconscient, le jury du prix Nobel accordait en 2014 le prix d'économie à Jean Tirole, et dont le premier geste à ce titre de nouveau nobelisé, fut d'obtenir de l'Élysée, contre la dictature des économistes intégristes, chantre de l'homo economicus, pur et parfait, qu'un décret permette enfin que la sociologie, l'anthropologie, l'histoire et la psychologie, je dirais la psychologie des profondeurs, aient toute leur place dans les compétences requises des économistes universitaires et surtout des programmes d'économie. Il tentait par ce geste de sonner le glas de l'homo economicus parfaitement rationnel, atome de prestations et de consommation, acharné à optimiser un best of de biens et de services, signal fort de ce que la politique économique ne se décide ni se conduit en laboratoire à l'aide de modèles économétriques, mais dans la difficile confrontation avec les irrationalités humaines au cœur desquelles règne l'économie libidinale et les rapports de force qu'elle génère. Et mon fantasme était que M. Tirole avait bien lu votre livre, qu'il avait inspiré. Voilà. Alors, pour ce qui est de ce que vous avez apporté, votre exposé était extrêmement riche, bien sûr. Alors, on peut reparler des pulsions. Enfin, j'aurais quelques questions à vous poser pour savoir si quelques précisions devaient être données. Dans les 3 essais auxquels vous avez fait allusion, on sait et répété le caractère infantile qui est en général porté à la cruauté. Car en effet, l'obstacle qui arrête la pulsion d'emprise devant la douleur, c'est la capacité de compatir, et on sait que cette capacité à compatir se forme relativement tard. Si bien qu'on est en droit de supposer que la motion cruelle provient de la pulsion d'emprise et surgit dans la vie sexuelle à un moment où les parties génitales n'ont pas encore pris le rôle qu'elles auront ultérieurement. Elle gouverne alors une phase de la vie sexuelle que nous pourrions décrire comme organisation prégénitale. Oui. Et je pense à une note qui est au bas de la page 121, je crois, des 3 essais, qui était rédigée, qui est, je crois, une version antérieure à l'édition que j'ai là, puisqu'on sait bien que ça a été repris, recorrigé par Freud, réajouté par Freud en permanence. Nous sommes en droit de supposer que l'émotion cruelle dérive de sources qui sont à proprement parler indépendantes de la sexualité, mais qu'elles sont susceptibles par anastomose, c'est-à-dire par communication, d'entrer précocement en liaison avec celle-ci, en un point, ça c'est important, en un point proche de leur origine respective. Alors, nous savons que les pulsions armaturent le corps, et pour faire gagner au corps ce qu'il a d'abord perdu, puisque le corps a dû d'abord se quitter pour parer à l'angoisse de l'inceste, les pulsions, nous le savons, tournent en rond. Elles insistent et échouent, et elles manquent immanquablement l'objet. Comme elles échouent sur leur propre corps, elles tentent de se saisir de notre corps, qu'elles attrapent à bras le corps et se métamorphosent en pulsions d'emprise, comme des caméléons prêts à changer de couleur pour arriver à leur fin. La pulsion cherche à assouvir son cannibalisme natif sur notre corps. Je t'aime, je te mange. Le regard cherche aussi un corps à se mettre sous la dent. Alors, cette pulsion d'emprise, vous la mettez
à l'origine, oui, de la pulsion du pouvoir, avec cette pulsion. Non, c'est la traduction qui change. Voilà. Au lieu de dire pulsion d'emprise, je dis pulsion de pouvoir. Pulsion de pouvoir, voilà. Qui comprend l'emprise. Voilà. Et c'est là où on en arrive à une économie de la dette et de la cruauté qui m'a fait lire avec attention les pages 149 et 152 au cœur de l'économie de l'inconscient, où il m'a semblé que vous énonciez votre pratique analytique, où vous parlez justement de cette hospitalité. L'analyste offre là je cite. Ici, je reviens là. Oui. Voilà. L'analyste offre à l'arrivant, à tout arrivant qui le sollicite et qu'il consent à accueillir, une hospitalité singulière que vous qualifiez plus tard d'hospitalité inconditionnelle, laissant à son hôte la possibilité de tout lire, de se laisser tout dire en dépit des réticences qui peuvent y faire obstacle. L'analyste se dispose, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, tout à fait exactement, à se laisser tout dire, c'est-à-dire à se laisser tout entendre. Et la possibilité de implique évidemment la possibilité de ne rien dire. Alors cette hospitalité inconditionnelle tient évidemment tout savoir en réserve et toute inquisition en retenue. De tous ces fantasmes et de toutes ces réalités, l'analyste devient le symptôme vivant, du seul fait justement qu'il laisse l'analysant s'en entretenir et surtout lui donner le temps de le faire. Rien ne manifeste chez l'analyste quelque inclination à s'en réapproprier la maîtrise, le pouvoir ou la cruauté. Et si le don d'une parole désarrimée de la pulsion de pouvoir est un don qui tend à s'annuler comme don qui impliquerait un contre-don, en réduisant la portée du transfert et de la dette qui est liée à l'inconditionnalité de l'écoute. Alors, la question que je vous poserai, c'est, je comprends très bien ce don d'une parole désarrimée de la pulsion de pouvoir, qui est un don qui tend à s'annuler, puisque ça ne réclame pas un contre-don, mais vous dites en réduisant la portée du transfert. C'est là que j'aimerais un petit peu que vous en disiez plus, parce que le transfert est quand même le moteur de la cure. Alors, en réduire le transfert, qu'est-ce que ça veut dire? Réduire la force du transfert, je suppose. C'est-à-dire Pour répondre brièvement à cette dernière question, pour le reste, je suis évidemment tout ce que vous avez dit. Cette question, comment, je crois que justement c'est dans la mesure où, et c'est particulièrement difficile pour l'analyste, on le voit dans des récits d'analyse par exemple, c'est particulièrement difficile pour l'analyste, comme cette pulsion de pouvoir est continuellement en jeu en nous, aussi chez l'analyste, d'en surveiller, d'être vigilant au moindre effet de ce qui serait manifestation de la pulsion de pouvoir chez lui, dans ce qu'il dit, même dans son attitude, dans plein de choses. Et je crois que c'est justement souvent quelques manifestations de ce qui peut être interprété par l'analysant comme une position, une situation, un deal, qui témoigne
d'un certain pouvoir que l'analyste exercerait dans l'analyse elle-même, qui nourrit le transfert, ou plutôt empêche sa résolution. Autrement dit, c'est une autre façon de dire ce que Lacan a pu dire à un moment donné, que les résistances à l'analyse étaient toujours du côté de l'analyse. Ce qui me semble pas tout à fait juste, il y a autant de résistance du côté de l'analysant. Mais en effet, ces résistances du côté de l'analyse, j'ai tendance à les dénicher surtout dans la difficile tâche d'assumer une sorte d'impouvoir, de non-pouvoir, car l'analyste aurait quand même toujours un peu tendance à vouloir s'attribuer quelques mérites dans l'analyse, donc d'avoir quelques pouvoirs sur ce qui se passe dans la situation analytique. Je reconnais qu'à cette description peut-être un peu puriste, il peut y avoir des situations plus compliquées où ça ne se passe pas de cette façon et qu'il est possible, comme disait Freud, qu'on mêle du plomb à l'argent ou à l'or, mais je pense que c'est toujours par rapport à cette situation asymptotique vers laquelle nous tendons qu'on peut comparer ce qui dans certains cas nous contraint ou nous amène pour une raison ou pour une autre, mais à mon avis qui doit être à chaque fois, qui doit pouvoir à chaque fois se justifier par rapport à ce qui serait l'idéal. Et c'est la même chose d'ailleurs en politique. On peut avoir tendance à justifier des compromis dans une situation politique. C'est le cas de beaucoup de choses qui se passent en ce moment, mais ça n'est toujours que par rapport à un idéal où il n'y aurait pas de compromis. De même, l'inconditionnalité de l'analyste, si elle verse parfois dans une certaine conditionnalité, c'est quand même par rapport à cette inconditionnalité. Ou si je pose que s'il y a continuellement de l'appropriation par l'un et par l'autre dans ce qui se passe entre l'analysant et l'analyste, mais aussi entre deux personnes dans la vie ou dans un groupe ou dans une institution, s'il y a de l'appropriable, je suppose qu'il puisse y avoir une pensée de l'inappropriable. Aussi, comme s'il y a de la conditionnalité, je suppose qu'on peut penser l'inconditionnalité. S'il y a de l'appropriable, on peut penser ce qui serait éventuellement inappropriable. Et ainsi de suite. Oui, et j'en termine parce qu'il faut que la salle pose des questions, mais vous parlez aussi du paiement. Et là, on touche à une question qui nous intéresse beaucoup ici à l'APM, puisque vous parlez à quoi sert le paiement. C'est le prix payé, nous dites-vous, pour que les jouissances, ce que vous écrivez, pour que les jouissances liées à la cruauté de la dette ne soient pas échangeables entre l'analysant et l'analyste. Et que cet espace créé, justement, laisse place à une instance tierce, comme lieu où l'énergie libidinale qui entretient le rapport à l'autre soit tenue d'opérer des déplacements et des transformations qui délient cette énergie de ses liens de fixation. Et cette question de la cruauté de la dette et le fait de délier une énergie de ces liens de fixation nous intéresse beaucoup ici à l'APM, où nous nous intéressons aux atteintes somatiques.
Et dans certaines conjonctures, nous savons qu'un sujet peut être amené à céder, à abandonner un morceau de chair, la livre de chair, l'organe malade phallicisé, la fameuse livre de chair, si vous voulez, gage de la dette imaginaire servant à combler soit le manque de la mère ou d'une mère transgénérationnelle, ou d'un quelconque manquement machiné par une culpabilité de type mélancolique, celle provoquée par un surmoi cruel et son impératif de jouissance, avec son déchaînement sans frein d'objets archaïques. Enfin, cette question de la cruauté de la dette que vous analysez fort bien dans le domaine économique, dans le domaine financier et économique, hein, la cruauté de la dette, mais qui nous intéresse ici. Oui, mais dans le rapport, quel qu'il soit, si vous pensez au rapport que vous pouvez avoir dans le milieu hospitalier, en effet, c'est une extrême importance qu'on puisse, de quelque manière que ce soit, il peut y avoir différentes façons de le faire. Que ce qui aurait tendance à se constituer comme dette puisse être traité de façon à ce que ce n'en soit pas. C'est ce que j'ai appelé qu'il puisse y avoir du devoir sans dette. Qu'il n'y ait pas de dette n'implique pas qu'il n'y ait pas de devoir, de devoir dans plusieurs sens du terme, mais symbolique, imaginaire, tout ce qu'on voudra, mais d'éliminer la possibilité de dette dans la mesure où elle est liée à la souffrance. Et en effet, ça a une importance particulière dans ce dont vous vous occupez. Je crois, vous occupez, je pense, non seulement de psychosomatique, mais de cancer. Pas moi, mais enfin, vous? Oui, peu importe. Oui. Il y a d'ailleurs, au-delà du principe de plaisir, des intuitions fulgurantes de Freud sur la reproduction du soma et du germen. Ah, vous parlez. Quand il parle justement de l'état cellulaire, des cellules de vie, des cellules de mort, qui se combattent et qui, dans certains dangers, les cellules de vie ayant tendance à s'unir aux cellules de vie, mais que dans certaines circonstances où l'organisme est attaqué et où les cellules de mort ne viennent plus porter secours aux cellules de vie, une espèce d'affolement de la reproduction cellulaire et qui laisse entendre comme étant le processus qui pourrait selon lui être en cause dans la production de cancer. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de développement de pensée à ce sujet de la part de ceux qui, comme vous, s'occupent particulièrement dans les hôpitaux de cancer. Mais...